un mot qui résonne et qui est bien connu dans la région. Après le Mali, après le Burkina Faso, on s'interroge sur les éventuelles conséquences et pour la France et pour le Sahel. Oui, pour le Niger lui-même d'abord, confronté à une grave crise sécuritaire. C'est d'ailleurs, Elisabeth, le premier argument mis en avant par les militaires. En fait, il ne s'agit pas essentiellement, si on comprend bien, de questions de démocratie ou de gouvernance, même si cet argument est avancé également. En numéro 1, pour leur motivation, en fait, les militaires parlent finalement de mauvaise gouvernance sécuritaire de la part des autorités civiles. On a vraiment l'impression que l'armée nigérienne estime que seule elle peut faire le travail, en quelque sorte, de lutter efficacement contre les groupes djihadistes qui sont très actifs, notamment à l'ouest du Niger. Et évidemment, ça inquiète des pays comme la France, bien sûr, puisque le Niger est un partenaire très important de la France, surtout après le départ des troupes françaises, l'opération Barkhane, il n'y a même pas un an, c'était en août 2022. L'essentiel des troupes françaises, 1500 hommes, sont actuellement stationnés au Niger. Il y a également les Européens qui ont développé un partenariat avec le Niger depuis le début de l'année. Il y a les Américains qui ont notamment une base de drones au Niger, d'où le fait que la communauté internationale a réagi très vite et très fort pour demander la libération du président Bazoum, y compris la Russie. Alors il y en a certains qui demandent la libération du président Bazoum et souhaitent que tout cela se règle par le dialogue. C'est le cas par exemple de Moscou. Et puis il y a ceux qui dénoncent, c'est le cas plutôt par exemple de la France, une tentative de prise de pouvoir par la force. Merci beaucoup Bruno pour le décryptage. L'Union européenne, effectivement, qui a réagi également ce début d'après-midi. L'ONU, la Russie, vous le disiez Bruno, qui demande la libération immédiate du président Bazoum. Le premier à s'être exprimé depuis Saint-Pétersbourg tout à l'heure, c'est le président de l'Union africaine. Je vous propose de l'écouter. Je m'associe à l'Union africaine au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. Et depuis Saint-Pétersbourg où il s'exprimait, les événements au Niger font évidemment l'objet de nombreux commentaires. Ces événements sont largement commentés. Vladimir Poutine a ouvert donc ce matin ce sommet Russie-Afrique. Les délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d'État, ont été conviées par le chef du Kremlin, qui est censé les rassurer après la fin de l'accord sur les livraisons des céréales par Kiev. On en parle avec notre invité, c'est vous, Niagale Bagayoko. Bonjour, merci d'être avec nous, président de l'African Security Sector Network. Alors, céréales à l'ordre du jour, impossible de ne pas parler du Niger aujourd'hui. On était tout à l'heure avec notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg. Elle nous dit qu'il y a du Niger absolument partout ici. 17 chefs d'État présents, c'était compliqué de faire autrement. Alors, partout certainement à Sochi, mais partout surtout sur le continent africain, ce qui va forcément nuire à la visibilité de ce sommet qui était très attendu. Tout le monde pensait que les yeux de l'Afrique seraient braqués sur ce second sommet Russie-Afrique. Et bien entendu, les événements du Niger éclipsent cette rencontre. Y compris Vladimir Poutine. En tout cas, la Russie a exprimé son intention de voir libérer au plus vite le président Bazoum. Il est censé, lui, aujourd'hui, il s'est d'ailleurs exprimé, on va l'entendre, rassurer ses partenaires. Il a fait une proposition tout à l'heure à certains d'entre eux, à 6 pays. On va l'écouter et puis on en reparle juste après. Dans les 3 ou 4 mois qui viennent, nous serons en mesure de donner au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée, de 25 à 50 000 tonnes de céréales à chaque pays, et nous nous chargerons de leur transport qui sera gratuit. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette promesse faite à seulement 6 pays, 6 alliés, on va le dire ainsi, on l'aura compris. Alors tout à fait, il s'agit notamment en ce qui concerne la RCA, le Mali, des partenaires les plus proches aujourd'hui de la Russie, qui doit en effet rassurer les pays africains parce que depuis la rupture de l'accord sur les céréales avec Kiev, sont particulièrement inquiets de l'approvisionnement
de leur propre pays et donc de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire de leur population. Est-ce que Vladimir Poutine aujourd'hui a les moyens de tenir cet engagement, cette promesse? Plusieurs mois. Alors il est effectivement très vague, il parle de plusieurs mois de livraison gratuite. Déjà en termes d'acheminement, on va quand même pas rappeler qu'il est en guerre ouverte avec l'Ukraine. Est-ce qu'il a les moyens déjà techniques, matériels de livrer ces céréales à ses partenaires? Ça apparaît véritablement comme un défi et c'est sans doute pour ça qu'il limite à seulement 6 États un tel engagement parce que en effet les défis sont particulièrement importants de ce point de vue-là. On a beaucoup parlé cette dernière année d'Ukraine. C'est vrai qu'on a mis un certain temps à détourner le regard, à regarder ce qui se passait aussi sur le continent africain, la présence de Wagner. Il y a eu ces coups d'État qui nous ont contraints à revenir, à traiter la présence de ce groupe paramilitaire. On dit que son ombre plane aujourd'hui sur ce sommet. Il y a d'ailleurs le FT qui évoquait cette poignée de main qu'on a aperçue. Alors je ne sais pas si on a l'image entre le patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, et le président de la Centrafrique. Ça, c'est une image très forte. Absolument, mais à mon avis, la façon dont on a eu tendance à se surfocaliser sur Wagner et non pas plus largement sur les relations bilatérales de la Russie avec un certain nombre d'États a empêché de voir véritablement quelle était la nature à la fois de la présence de Wagner sur le continent, mais aussi de la présence russe. On a trop souvent eu tendance à réduire, par ailleurs à individualiser à travers la figure d'Evgeny Prigojine cet engagement qui, selon moi, relève de la sous-traitance par un appareil d'État composé d'intérêts nationaux, d'intérêts privés, d'intérêts criminels aussi, mais qui est beaucoup plus compliqué que la figure du mercenaire prédateur que l'on met souvent en avant. Il ne faut pas oublier que Wagner n'aurait jamais pu se déployer sans le réseau diplomatique russe, sans les moyens logistiques de l'armée russe, sans l'armement de la Russie, sans les moyens de renseignement aussi en matière de guerre informationnelle. On connaît les tensions qui ont éclaté entre Evgeny Prigojine, en l'occurrence, et Vladimir Poutine, avec cette tentative de marcher sur Moscou qui a échoué. Officiellement, il est toujours à la tête d'ailleurs de Wagner. Sa présence à sommet, elle nous dit quoi finalement? Elle pourrait avoir tendance à nous surprendre. Elle n'est pas là aussi pour rassurer les partenaires, pour dire... On va rester sur le terrain, même si ça a déjà été dit auparavant. À mon avis, alors d'une part, ça a déjà été réaffirmé, mais elle veut montrer... C'est symbolique quand même de le voir présent à sommet et serrer des mains comme ça. C'est important, absolument, mais montrer qu'il n'y a pas de guerre intestine à l'intérieur de l'État russe, même si évidemment, il est très difficile de convaincre l'opinion publique internationale de cela. Mais très clairement, il s'agit de dire qu'il n'y a pas de fissure et que l'appareil d'État russe contrôle tous les acteurs qui contribuent à son influence internationale, y compris celui qui dirige Wagner. Merci beaucoup Niagale Bayako.